trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas, je suis Amandine, spécialiste en bons petits plats, mais avant tout coach sportive. Et ça faisait longtemps sur cette chaîne que j'avais pas partagé avec vous de vidéos relatives à l'entraînement. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo déjà parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Et parce que c'est un sujet qui mérite quelques éclaircissements et qui devrait vous intéresser, il s'agit de la souplesse. Alors réussir à faire le grand écart, c'est plutôt cool. Moi-même je suis en admiration totale devant les personnes qui arrivent à faire des prouesses de flexibilité et des figures pas possibles. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que comme moi, vous avez envie d'améliorer votre souplesse et de parvenir peut-être un jour à faire le grand écart entre deux avions. Je vais vous expliquer quels sont les mécanismes de la souplesse, ce qu'elle vous apporte, mais aussi les dangers d'une pratique poussée des étirements et s'ils sont dans votre intérêt ou non. Alors déjà, point très important avant de commencer, on va faire la différence entre la mobilité et la souplesse. La mobilité, pour faire simple, c'est la capacité à réaliser des mouvements dans les 3 dimensions avec aisance et sans restriction. En gros, une bonne mobilité permet d'exploiter pleinement nos capacités motrices dans leur ensemble. Cette mobilité, elle est à mon avis la base incontournable à travailler pour de bonnes performances physiques, mais également pour pallier aux restrictions articulaires et musculaires que nous impose notre vie au quotidien, nos postures, notre sédentarité, nos mouvements répétitifs. J'y ai d'ailleurs consacré un guide complet permettant de mettre en place une bonne routine de mobilité, des protocoles adaptés au profil de chacun. Il est gratuit et disponible depuis le lien en barre de description. Donc dans cette vidéo, on ne va pas parler de mobilité mais bien de souplesse. La souplesse, c'est la capacité du corps à réaliser un mouvement dans une grande amplitude qui dépasse celle à laquelle les muscles en question ont été habitués. Donc les étirements augmentent ce que l'on appelle l'amplitude passive. Donc là on va chercher un allongement musculaire poussé pour atteindre une amplitude qui n'est pas vraiment perçue comme normale pour le corps et pour le cerveau. Et oui, parce que franchement il n'y a pas un grand intérêt fonctionnel à faire le pont ou le grand écart, sauf si on ambitionne de postuler pour le Cirque du Soleil ou de se bastonner avec Van Damme. Donc honnêtement, même si elle suscite beaucoup d'intérêt, la souplesse poussée n'a pas en soi un grand intérêt fonctionnel, hormis pour la pratique de disciplines spécifiques comme la gymnastique, le karaté, les postures ou asanas poussées en yoga, etc. Autrement dit, savoir faire le grand écart ne vous aidera aucunement à mieux squatter, ni à courir plus vite et encore moins à avoir les jambes élancées. Oui, parce que j'ai déjà lu ça. Par contre, une bonne mobilité pourra vous permettre d'améliorer l'ensemble de vos performances, mais toujours pas avoir les jambes plus élancées, désolé. Par ailleurs, la pratique d'étirements poussés pourra affecter la vigilance musculaire et le tonus musculaire dont on a tant besoin, notamment pour soulever des charges. Donc les étirements pourront occasionner un risque de blessure s'ils sont pratiqués notamment au mauvais moment. Je vous en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Attention, je parle là encore une fois d'étirements poussés et non d'étirements doux que l'on peut faire pour se mettre en route ou pour récupérer après l'effort. Donc attention à bien faire la différence entre les deux. La confusion est très fréquente et j'y apporterai une petite clarification encore une fois un petit peu plus tard dans la vidéo. On peut même dire qu'un travail d'étirement poussé est antinomique à l'entraînement, notamment avec charge additionnelle. Les deux sont difficilement compatibles puisqu'ils font appel à deux mécanismes inverses. Il va donc falloir mettre en place une pratique qui ne nuise pas à la capacité contractile et au tonus du muscle dont on a besoin lorsque l'on s'entraîne et qui n'empiète pas sur la récupération de celui-ci, au risque encore une fois d'occasionner des blessures. Et oui, parce que lorsque l'on s'entraîne intensément, on crée des micro-lésions au sein des fibres musculaires. Donc si par exemple on va tirer dessus juste après en faisant ces étirements poussés, on ne fait qu'amplifier ces lésions et ça fragilise énormément le muscle avec encore une fois à la clé un risque de blessure. Donc pour mieux comprendre ça, on va jeter un petit coup d'œil au mécanisme de l'étirement. On va voir comment ça fonctionne. Promis, j'essaie de faire au mieux pour ne pas vous filer la migraine. Donc lors d'un étirement, on va agir sur deux composantes. Bien entendu physique, donc avec les muscles, les tendons, les aponevroses, les enveloppes du muscle, les tissus conjonctifs, mais aussi nerveuses, le fameux réflexe myotatique et l'organe tendineux de Golgi. Attention à ne pas confondre avec les bêtes de Golgi. Je suis désolée, je ne sais pas du tout ma blague. Alors la structure la plus extensible, la plus élastique est bien sûr le muscle, suivi des aponevroses et des tissus conjonctifs. Mais la peau et le système osseux sont aussi soumis à des contraintes lors des étirements. En gros, on peut imaginer le muscle un peu comme un ressort. Alors évidemment, c'est beaucoup plus complexe, mais l'idée est là. Lorsque l'on va l'étirer, l'allonger, il va exercer une force contraire.
C'est ce que l'on appelle d'ailleurs le tonus musculaire, ce qui permet à celui-ci également de se contracter. Ce mécanisme a pour but de protéger le muscle et toute la structure physique d'une éventuelle liaison, puisque bien sûr le corps, lui, il fonctionne de manière à se protéger, à préserver son intégrité. Imaginez, si on n'avait pas ce réflexe, on pourrait se désarticuler ou se faire une déchirure en un claquement de doigts. Puis bon, en fait, on sera bien embêté aussi pour faire un bon paquet de mouvements. Essayer de sauter sans réflexe myotatique, je sais pas ce que ça donne. Alors ce sont deux acteurs qui permettent ce mécanisme de protection. Là, j'avais très envie de faire une vieille blague sur les acteurs, mais je me suis abstenue. Alors ces deux acteurs sont dans le muscle le fuseau neuromusculaire et dans le tendon l'organe tendineux de Golgi. Donc eux, ils sont pas trop potes avec nos ambitions de grand écart à la Van Damme, mais on peut les amadouer. Il faut se dire que le fait de tirer sur un muscle, l'allonger au-delà de sa longueur initiale, est perçu comme un danger potentiel pour le système nerveux. C'est donc là que va se produire le fameux réflexe myotatique, particulièrement en cas d'étirement brusque ou involontaire. Grâce à ce système de communication entre le muscle et le cerveau, le muscle étiré va être ramené à sa longueur initiale par une contraction réflexe. En gros, on tire et hop, le muscle se contracte pour qu'on lui foute la paix. Et surtout qu'on ne l'abîme pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire hyper attention avec les étirements balistiques qui sont pas spécialement recommandés, surtout si on est raide comme un manche à balai. D'ailleurs, en théorie, il est plutôt bien fichu ce système. Mais quand on est hyper raide, il a tendance à se mettre en marche dès qu'on étire un tout petit peu le muscle. Et ça fait mal, ça fait très mal. Et là, il va falloir l'amadouer en douceur, très progressivement et de manière très régulière pour que le moindre petit étirement ne soit plus perçu comme un signal de danger. Et d'ailleurs, dans ce cas, pour y parvenir, le travail de mobilité sera à effectuer en priorité, bien avant d'avoir toute ambition de toucher ses tibias avec son nez. Donc on a vu le réflexe myotatique et de l'autre côté on a le réflexe myotatique inverse. Alors lui, il va provoquer le relâchement et l'allongement du muscle en réponse à sa mise en tension. Là, ce sont les organes tendineux de Golgi qui vont faire le boulot en envoyant le signal en fonction du degré de mise en tension du tendon. Et ce signal, il va venir inhiber le muscle, s'il est étiré ou s'il est contracté, en cas de tension trop forte. Donc c'est justement cette inhibition que l'on va rechercher lorsque l'on cherche à gagner en souplesse. Alors le meilleur moyen de la déclencher, cette inhibition, et donc de relâcher et de pouvoir allonger les muscles, se trouvera dans des étirements passifs et prolongés, notamment par la force de gravité. La méthode du contracté-relâché permet également d'obtenir de bons résultats en jouant sur le même principe de réflexe myotatique inverse. Donc grosso modo, on va chercher à éviter le réflexe myotatique, de contraction réflexe, et à activer le réflexe myotatique inverse qui lui va inhiber et permettre d'allonger, de relâcher le muscle que l'on étire. Bon alors j'ai résumé très grossièrement, on pourra aller beaucoup plus loin dans la théorie puisqu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, mais je veux vraiment que vous ayez une idée globale de comment ça marche sans que vous ayez à vous enfiler un tube complet d'aspirine. Alors en pratique, qu'est-ce que ça donne? Déjà, on s'échauffe pour préparer ses muscles aux étirements, comme avant un effort. Donc ça, on le fait à l'aide d'exercices de mobilité ou de petits flows, de petits enchaînements de yoga. Ça permet de bien se mettre en route et de préparer à la fois les muscles et les articulations. Très important qu'on a tendance à pas mal négliger, on s'assure d'être dans un environnement propice et adapté aux étirements. Donc évidemment, s'il fait trop froid, vous allez être raide comme des bâtons et ça va être super dur de vous détendre pour étirer vos muscles. Pareil, si vous êtes dans un espace qui ne vous permette pas de vous concentrer et de vous détendre, votre séance sera relativement pénible et pas franchement efficace. Donc on essaye de pratiquer le plus possible ces étirements au calme, à une bonne température et donc dans un cadre qui favorise la concentration. On y va graduellement en tenant compte de ses possibilités et surtout de ses limitations anatomiques, notamment défauts de posture comme les scolioses, des blessures antérieures, des fragilités articulaires, des contraintes anatomiques comme la forme des hanches, notamment pour le grand écart facial, puisque certaines personnes, en fonction de la configuration de leurs hanches, ne peuvent pas tout simplement faire ce fameux grand écart facial. On sait plus souvent les hommes que les femmes d'ailleurs. Et bien sûr en tenant compte de votre niveau de départ. C'est comme pour l'entraînement, il va falloir créer une adaptation musculaire. Donc on y va étape par étape. Très important pour favoriser de bons étirements, on se sert de sa respiration. Celle-ci va favoriser un relâchement et une décontraction globale qui permettra donc de relâcher plus facilement les muscles que l'on étire. Très important également, on fait ces étirements en pleine conscience en cherchant à établir un dialogue avec son corps. Donc évidemment et particulièrement si vous débutez, ne faites pas votre séance d'étirement en papotant. Parce que vous allez être à l'écoute des signaux que votre corps, que vos muscles
muscles vont vous envoyer et vous allez adapter l'intensité de vos étirements en fonction. Surtout très important, ne luttez pas et ne subissez pas vos étirements. Même si ceux-ci peuvent s'avérer douloureux, on cherche encore une fois à se détendre et surtout à ne pas dépasser la limite entre une douleur relative à la résistance du muscle qui s'étire, qui n'est pas habitué à être étiré, et la douleur vive qui serait un signal de blessure ou de lésion musculaire. Donc il faut vraiment être très à l'écoute et s'arrêter au bon moment. Visualisez l'expansion de votre corps et son relâchement plutôt que de tirer en serrant les dents. Alors je sais qu'au départ ça peut sembler un petit peu difficile et là il y a un gros travail mental à faire, exactement comme la résistance à l'effort lors de l'entraînement. N'oubliez pas que votre mental a un impact énorme sur vos réflexes nerveux. Si vous tirez en luttant, votre corps restera contracté, qui rendra l'étirement extrêmement pénible, encore plus douloureux et absolument pas productif. Donc ce serait quand même dommage de passer du temps à tirer sur vos muscles pour n'en tirer absolument aucun bénéfice. Donc j'insiste là-dessus, on cherche le relâchement. Très important et surtout pour éviter tout risque de blessure ou de contre-performance. Le moment où vous allez effectuer votre séance d'étirement. Oh, il y a un petit bateau qui passe. On va laisser passer. Oui, parce qu'en fait, je suis sur l'eau. Voilà. Bah tiens, on va continuer comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez l'eau passer. Donc, comme vous le savez maintenant, les étirements poussés diminuent le tonus musculaire et la vigilance musculaire, ainsi que la force et la stabilité de par leur action d'inhibition. Donc, vous n'allez certainement pas les faire avant votre séance d'entraînement. Ça serait le meilleur moyen d'ouvrir grand la porte aux blessures et de complètement flinguer vos performances. De même, on ne fait pas d'étirement poussé sur une zone musculaire qui a été fortement sollicitée. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, vous risquez d'augmenter les micro-lésions que vous venez de créer de par votre entraînement et donc de générer un risque de blessure. Donc on oublie la séance de grand écart après un bon leg day. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est d'étirer une zone musculaire qui n'a pas été sollicitée pendant la séance. Donc par exemple, faire votre séance d'étirement de jambes si vous avez travaillé le haut du corps, ou faire une séance d'étirement cage thoracique, ouverture d'épaule si vous avez fait les jambes. Donc ça c'est pour les étirements poussés. Dans tous les autres cas par contre, le travail de mobilité sera très intéressant à effectuer autour de la séance ou même dans la séance. Que ce soit à l'échauffement pour préparer le corps à l'effort et augmenter l'amplitude en mouvement, dans des circuits ou en retour au calme pour optimiser la récupération et travailler sur ses points faibles. Dans ce dernier cas, des étirements légers et courts pourront être également bénéfiques, de même que la pratique du yoga de manière soft. Donc encore une fois, attention à bien faire la différence entre le travail d'étirement poussé pour la souplesse et les étirements modérés et la mobilité pour notamment se mettre en route, mieux récupérer, lutter contre l'enraidissement et améliorer sa mobilité. Donc concrètement, il vaut mieux consacrer des séances isolées au travail de la souplesse ou alors de placer celui-ci après une séance qui n'a pas sollicité les muscles qui seront étirés. J'espère une bonne fois pour toutes que c'est clair. Dans la pratique, on évite bien sûr les étirements brusques et trop rapides, on évite les à-coups. Maintenant, vous savez pourquoi. Et après un étirement poussé, on revient toujours en position initiale en douceur. On permet aux muscles de récupérer progressivement sa longueur initiale. Autre chose, on ne fait pas d'étirement poussé sur des muscles courbaturés. Ils sont en plein processus de récupération, donc on va pas tirer dessus comme des chèvres alors qu'ils sont en pleine reconstruction. Et évidemment, si vous êtes raide comme une barre de développé couché, pour lutter contre l'enraidissement, on va plutôt travailler la mobilité, utiliser des étirements doux et courts qui seront bien plus adaptés au profil et permettront ensuite de passer au travail de la souplesse. Voilà, bon là je pense qu'on a fait un bon tour du sujet. Comme vous l'avez compris, le travail de la souplesse n'est pas adapté à tous les objectifs ni à tous les profils. Donc faites bien attention à choisir une pratique qui vous soit adaptée. Donc si vous êtes raide comme un manche à balai ou vous avez la mobilité de Mario Bros, ça n'est certainement pas par la quête du grand écart qu'il va falloir commencer. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura été utile et vous aura apporté quelques éclaircissements sur le sujet. Et si vous avez des objectifs de souplesse spécifiques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire si vous souhaiteriez que je fasse des vidéos un petit peu plus approfondies sur la pratique. Et par contre, si vous voulez améliorer votre mobilité et ne plus être raide comme un manche à balai, si vous voulez améliorer vos performances, filer récupérer
récupérer le petit guide mobilité qui est ici. Il est gratuit et il est truffé de bonnes infos théoriques et pratiques pour vous permettre de vraiment utiliser la mobilité à votre avantage. Bon, je vous laisse, j'espère que vous n'avez pas mal au crâne, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous prévois cette année beaucoup plus de vidéos sur l'entraînement et bien sûr toujours mes petites recettes, mes journées dans mon assiette, parce que c'est bien beau de s'entraîner mais bien manger c'est important aussi. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.